bienvenue aux Assises du tourisme, ou devrais-je dire aux visios du tourisme dans ce merveilleux cadre du cloître des Cordeliers. C'est pour nous une première. Nous avions prévu de nous retrouver en présentiel ici même, mais les conditions sanitaires font que nous vous demandons d'être indulgents. Pour nous, c'est notre première intervention en visio. Il risque d'y avoir éventuellement quelques petits soucis avec le direct, avec la connexion. Et si vous avez quelques soucis que vous pouvez rencontrer, n'hésitez pas à revenir sur le site internet. Vous pourrez retrouver le replay sur YouTube avec une bonne qualité dès la semaine prochaine. Alors vous avez à disposition, je crois, sur le site internet sur lequel vous êtes connecté, un canal chat où vous allez pouvoir répondre à toutes vos questions. Nous allons en tout cas essayer d'y répondre tout au long de la matinée. Nous avons une super équipe de modératrices qui vont me faire passer les questions que je pourrai poser à nos invités sur le plateau. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous présenter sur le chat. N'hésitez pas à faire connaissance entre vous. Alors nous allons commencer dans quelques minutes par un premier atelier. Un atelier qui va parler du tourisme et des habitants. Impliquer les habitants, est-ce une solution dans le développement touristique? Pour y répondre, j'ai à mes côtés sur le plateau 3 professionnels du tourisme et en tout cas du développement par rapport aux habitants. Éric Bruxelles, bonjour Éric, qui est vice-président de la communauté de communes du Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, président de l'Office de tourisme Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, notamment de cette petite cité remarquable qui s'appelle l'Isle sur la Sorgue, mais qui s'écrit, que nous prononçons ici Isle. Alors je vais faire attention à prononcer correctement l'Isle sur la Sorgue. Catherine Henry, maire de Montagne. Bonjour Catherine, vice-présidente de la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais, en charge de l'action sociale. Et Philippe Cousinet. Bonjour Philippe, président de l'association Castillon 1453, un territoire au cœur de l'histoire, la bataille de Castillon et sa fameuse reconstitution annuelle que nous espérons de tout cœur voir cet été sur notre territoire. Après, nous ferons une pause et nous continuerons cette matinée avec notre deuxième atelier. Comment faire le lien entre tourisme et préservation de l'environnement? Qu'est-ce que le tourisme durable? Et nous aurons des intervenants pour apporter des pistes. Thomas Chevalier, qui est le directeur de l'Office de tourisme de Cluny, qui sera en direct depuis Cluny. Noémie Tano, propriétaire du château Saint-Ferdinand à Lussac-Saint-Émilion. Et Géraldine Boyer, qui nous installe des petites tiny houses dans le vignoble et qui nous parlera de ce concept. Avant de commencer le premier atelier, je tiens à remercier nos partenaires historiques. D'abord l'Office de tourisme du Grand Saint-Émilionnais et toute son équipe, et le Conseil des vins de Saint-Émilion, qui a aidé la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais à porter ce projet et qui l'ont préparé. Ils ont tous préparé cette visio ensemble. Pour cette édition, nous avons aussi collaboré avec une agence, l'agence bordelaise Culte, pour la partie communication et pour la diffusion numérique qui est derrière cette caméra et derrière ce plateau régie avec un beau matériel aujourd'hui. Je suis impressionné des installations qui ont été mises en place pour cette visio du tourisme. Cette agence Culte travaille avec 5 étudiantes de l'école ESG à Bordeaux. Ce sont des étudiantes en MBA Luxe et Tourisme. Il y a Adeline, Juliette, Louisa, Julie et Célia. Merci beaucoup, jeunes demoiselles, pour votre investissement et ce projet d'événementiel dans le cadre de votre formation. Comme vous pouvez le voir, nous avons la chance d'avoir installé notre plateau au cloître des Cordeliers et je remercie le cloître des Cordeliers de nous avoir reçus ainsi que nos invités pour avoir répondu présent à cette invitation. Bien sûr, le seul regret, c'est de ne pas pouvoir vous proposer d'aller découvrir le vignoble de la destination Saint-Émilion cet après-midi, puisque les conditions sanitaires et le confinement nous empêchent de vous proposer de découvrir les 13 lieux, les 13 châteaux qui avaient gracieusement accepté de vous recevoir. Nous remettons ça à une prochaine fois et nous espérons les retrouver très rapidement. Nous aurions aussi aimé installer notre plateau à l'extérieur, dans le cloître, mais il se trouve que ce matin, 8 avril, il y a beaucoup de fumée à l'extérieur, et notamment dû à la protection antigel du vignoble.
Nous adressons toutes nos pensées à nos amis viticulteurs qui se sont battus cette nuit encore pour protéger leurs vignobles des gelées printanières. Nous sommes de tout cœur avec eux. Et pour démarrer tout de suite, je vous invite à découvrir ce lieu emblématique des Cordeliers par une vidéo qui va être lancée aussitôt. It's going down. Alors parfois, aux yeux des habitants, le touriste peut être perçu comme un envahisseur. Et pourtant, les habitants occupent le rôle de premier plan au sein de l'activité touristique. Les 4 piliers du tourisme sont de plus en plus impactés. Venir, dormir, manger, visiter n'a jamais été aussi simple à organiser avec toutes ces nombreuses plateformes marchandes ou non marchandes qui ont vu le jour ces dernières années. Pour les acteurs du tourisme, il s'agit de trouver la bonne harmonie entre tourisme et habitants, tout en gardant leur intimité. Les hôtes peuvent partager leur passion, leur fierté et leur amour du patrimoine. Comment pouvons-nous alors convertir un habitant, fier de son village, de sa région, en ambassadeur de notre territoire? Comment promouvoir notre territoire sans que notre ville soit transformée en musée, dépourvu de vie? Nous ne sommes pas dans un parc de loisirs qui ouvre les portes le matin et qui les ferme le soir. Nous avons besoin de commerce, nous avons besoin d'une vie économique. Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'avoir Éric Bruxelles, représentant du territoire de l'Isle-sur-la-Sorgue, dans le Vaucluse. C'est loin pour nous, le Vaucluse, hein. C'est une destination que certains connaissent peut-être. Et l'Isle-sur-la-Sorgue a décidé de s'appeler Village Monde. C'est bien ça, Éric? Oui, tout à fait. Et donc, Éric, vous avez de l'expérience en stratégie de communication et en marketing événementiel. Vous avez une approche unique, mêlant management et communication de projets durables, fondée sur l'animation et la mise en débat. Et aujourd'hui, vous avez un projet qui est né d'un enjeu qui consiste à améliorer la qualité de vie des habitants, de favoriser les dynamiques internes et de faire de l'appartenance à l'Isle-sur-la-Sorgue une source de création et de valeur pour les entreprises. Alors, comment vous y prenez? Alors, ça prend du temps. D'abord, pour resituer un petit peu l'Isle-sur-la-Sorgue, c'est une ville de 20 000 habitants, donc qui a la chance d'avoir une attractivité naturelle par la beauté de la ville, par son paysage naturel dans les monts du Vaucluse, en face du Luberon. Et cette ville, depuis des années, bénéficie d'un tourisme naturel, on va dire, qui fait qu'on accueille entre 1 500 000 et 2 millions de personnes par an. Ah, bah, nous connaissons bien ces enjeux-là. Exactement, il y a des similitudes. Il y a une particularité, il y a une île, c'est ça? C'est pour ça oui, qu'on comprenne on a notre fil rouge, je dirais, ce qui fait toute l'histoire de cette ville, c'est la rivière la Sorgue, qui en dehors de sa particularité, qui est qu'on n'a jamais découvert la source. C'est à Fontaine de Vaucluse, donc à 5 km de l'Isle-sur-la-Sorgue, et qu'aujourd'hui, ça devient, il y a un gouffre, la rivière sort, mais on ne sait pas d'où elle vient. Et donc cette Sorgue est très, très ancrée de l'Isle-sur-la-Sorgue, puisqu'elle se divise en différentes branches autour de l'Isle-sur-la-Sorgue, à l'intérieur de l'île et à l'extérieur, ce qui fait qu'on retrouve, il y a 72 ponts dans l'Isle-sur-la-Sorgue qui traversent la Sorgue.
vous donner la taille de cette sorgue qui est emblématique et qui, en fait, écrit toute l'histoire de notre territoire. À partir de là, on sait, le maire de l'Isle-sur-la-Sorgue, Pierre Gonzalez, a initié, ça fait maintenant 5 ans, une démarche en disant il faut qu'on réfléchisse comment intégrer le tourisme, quel tourisme on veut, et comment l'intégrer de façon à ce que nos habitants se l'approprient. Et c'était un énorme travail qui a été fait. On a créé ce qu'on appelle MISA, c'est une mission l'Isle-sur-la-Sorgue Attractivité. Nous avons pris des professionnels, et notamment Joël Gaillet, qui a été le pilote de la mission. Mais on a associé 1684 personnes dans cette mission, avec évidemment les clients, les touristes, pratiquement 600, des influenceurs, 1060 habitants de l'Isle-sur-la-Sorgue, et des acteurs du tourisme, pratiquement 600 acteurs du tourisme, pour lancer une réflexion sur quel est le positionnement de l'Isle-sur-la-Sorgue et comment on va faire pour que les touristes qui viennent se sentent bien, et les habitants qui accueillent les touristes, parce qu'aujourd'hui il y a ce mélange de plus en plus fort, puissent accepter cette forme de tourisme. On en vit, c'est le 3e secteur économique de l'Isle-sur-la-Sorgue. L'économie première, c'est l'industrie. Oui. Ouais. Le 2e, c'est l'agriculture. Et le 3e, c'est le tourisme. Et avec une particularité de l'Isle-sur-la-Sorgue qui fait sa renommée mondiale, c'est que nous sommes la 2e plateforme européenne au niveau antiquité et brocante. Nous avons plus de 350 antiquaires et brocanteurs installés à l'année à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et maintenant, beaucoup de décorateurs, de l'art contemporain, tout ça évolue. Donc, ça fait partie des gènes de l'Isle-sur-la-Sorgue depuis seulement 50 ans. Donc quand on vient à l'Isle-sur-la-Sorgue, on y vient pour chiner ou brocanter, on y vient aussi pour découvrir donc ce magnifique paysage et cette cité qui doit avoir un charme fou et beaucoup de caractère. On arrive à se garer facilement, on arrive à avoir des lieux emblématiques de visite, ou dès le départ ça a toujours été organisé pour ça. Ce n'était pas organisé, c'était un village il y a 60 ans, n'était pas organisé pour accueillir ce nouveau tourisme. Donc effectivement, le premier problème, c'est je me gare pour aller à l'Isle-sur-la-Sorgue. Et donc c'est un débat il y a plus de 3000 places de parking à l'Isle-sur-la-Sorgue, réparties autour de l'Isle-sur-la-Sorgue, plus les places à l'intérieur, des places normales, il n'y a aucun parc-mètre et nous avons pratiquement 350 places payantes à l'Isle-sur-la-Sorgue sur les 3000, donc 10% du parc de stationnement. Mais malgré ça, on a les touristes qui disent où est-ce qu'on se gare à l'Isle-sur-la-Sorgue, on ne trouve jamais. Et il y a les habitants qui disent on n'a jamais de place de parking, il n'y a que des touristes qui prennent les places de parking. Ça, c'est du concret et c'est une vraie problématique. Alors, on va à l'Isle-sur-la-Sorgue d'abord pour les antiquaires. Réellement, les touristes, l'année dernière, en 2019, en temps normal, on va dire, oui. Nous avions plus de 40 à 45% de touristes étrangers qui venaient à l'Isle-sur-la-Sorgue, européens, asiatiques, américains, anglais. Et puis le reste, c'était donc des Français qui viennent de Paris, Lyon, et qui viennent à l'Isle-sur-la-Sorgue pour chiner, qui viennent à l'Isle-sur-la-Sorgue aussi pour son côté, ce patrimoine, puisqu'il y a toujours à l'initiative du maire, qui en est à son 3e mandat, donc il a la durée pour lui, qui a travaillé sur la rénovation de notre patrimoine, un patrimoine qui date du XIIe siècle, avec une opération rénovation patrimoniale de centre-ville qui est extrêmement importante puisque ça va être un patrimoine restauré actif, puisqu'on en fait un lieu où on va installer 3 salles de cinéma en plein cœur du patrimoine du XIIe siècle, ce qui est unique en cœur de centre-ville, alors qu'aujourd'hui on décentralise, là on réintègre en cœur de ville. Nous avons aussi la création d'un lieu de découverte panoramique en haut d'une tour du XIIe siècle qui a été restaurée, où on peut découvrir en 360 degrés tout ce qui entoure de l'Isle-sur-la-Sorgue, notamment le Mont Ventoux, le Luberon, etc. Et donc on est en train de créer une dynamique touristique et économique
en lien avec les commerçants de l'île sur la Sorgue, de façon à ce que le cœur de ville de l'île sur la Sorgue soit vivant. Donc comment vous parlez d'une dynamique touristique et économique, écotouristique, Oui. économico-touristique. Vous avez appelé ce concept le village monde, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que c'est le concept de village monde? Alors c'est parti de cette étude dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a travaillé sur qu'est-ce que c'est que l'île sur la Sorgue, sur le plan architectural, sur le plan économique, sur le plan de ses habitants, sur le plan tourisme, sur le plan agricole, etc. Et à partir de là, c'est l'ensemble de ces milliers d'informations qu'on a collectées a abouti à la création d'un concept qui est Village Monde. Alors, je ne vais pas vous le faire en 2 minutes parce que ça a pris 2 ans et donc vous pourrez découvrir la démarche sur notre site. Ah oui, on peut inviter nos spectateurs à aller sur le site de Île sur la Sorgue, Village Monde. Exactement. Très bien. Et à partir de là, de cette démarche qui a donc impliqué tous les acteurs dont je vous ai parlé tout à l'heure, est arrivée cette marque Village Monde. Or, village parce que la perception qu'on a de l'île sur la Sorgue, même si c'est une ville de 20 000 habitants, ça reste un village. Et monde parce qu'il y a à l'île sur la Sorgue un côté international qui est reconnu dans tous les domaines, pas que dans l'antiquité brocante. On a des entreprises leaders mondiales, on a des habitants, et j'en fais partie, et ça aussi, ça fait partie de la démarche qu'on est en train de mettre en place. Un touriste qui vient à l'île sur la Sorgue peut devenir un habitant. Et un habitant de l'île sur la Sorgue peut devenir un touriste de l'île sur la Sorgue. Parce que ce qui est important pour nous, c'est que les habitants de l'île sur la Sorgue se réapproprient, sur le plan touriste, découverte de toute la richesse de l'île sur la Sorgue, se réapproprient leur territoire. Et les touristes qui viennent partent en disant « Waouh, on a envie de revenir et même de s'installer ». Donc vous avez peu d'habitats vacants, par exemple? Très peu. Très peu. Alors on a de la vie en centre-ville, il n'y a rien de lui, mais on a bien sûr des résidences secondaires. Mais les événements de l'année dernière et la pandémie que nous subissons font que beaucoup de résidences secondaires sont devenues des résidences principales. Et quand on interroge les professionnels de l'immobilier à l'île sur la Sorgue, ils n'ont plus de produits, parce que les gens veulent venir vivre à l'île sur la Sorgue et sur son territoire, au-delà de l'île sur la Sorgue. Donc quand vous accueillez un touriste, c'est potentiellement un futur habitant, en tout cas dans votre esprit. Oui. Et quand on est habitant, alors, comment on peut s'engager dans le tourisme? Est-ce que vous avez un système d'ambassadeurs? Comment ça fonctionne? Alors, on a créé toujours une des applications de cette démarche qu'on a mise en place, c'est qu'on a créé un réseau d'ambassadeurs à l'île sur la Sorgue. Qu'est-ce que c'est qu'un ambassadeur chez nous? C'est un habitant. Et même quelquefois, c'est même pas un habitant, ce sont des gens qui sont amoureux de l'île sur la Sorgue, qui sont à Paris, à Londres, ailleurs, mais qui viennent régulièrement à l'île sur la Sorgue. Et ces habitants travaillent sur l'amélioration sur différents thèmes pour que l'île sur la Sorgue évolue. Alors on a aujourd'hui 7 pôles, notamment événementiel, communication, écotourisme, mobilité douce, l'accueil des nouveaux habitants, j'en ai oublié 2. Et l'objectif, ils sont 800 ambassadeurs qui portent tout un travail qui est essentiel pour nous. Et nous avons pour cela, au sein de la mairie, une coordinatrice qui travaille avec tous ces ambassadeurs. L'objectif, ce n'est pas que, même s'il y a une volonté politique forte, il ne faut pas mélanger la politique et, je dirais, ce que souhaitent les habitants. Donc, il y a une liberté de parole, une liberté d'organisation, une liberté de faire qui est proposée aux ambassadeurs. C'est pour ça que ça marche. Sans intervention politique, et c'est très important pour nous. Ce qui fait qu'à partir de là, ces personnes nous apportent des solutions auxquelles on n'aurait pas pensé, des expertises.
on a des gens fabuleux, des experts en mobilité douce. On a une experte chercheur dans ce domaine qui vient du nord de l'Isle-sur-la-Sorgue, qui est venue vivre à l'Isle-sur-la-Sorgue et qui nous apporte une expertise que nous n'avons pas en interne. Donc toute cette richesse… bénévolement, de manière engagée sur son territoire. Voilà, c'est mon premier mandat et quand j'ai fait le tour des ambassadeurs au travers des différents pôles, la première question que je me posais, mais pourquoi vous vous consacrez à l'Isle-sur-la-Sorgue? Pourquoi vous faites partie de ces pôles-là? La réponse c'est on est amoureux de l'Isle-sur-la-Sorgue. Donc déjà, il y a une base de travail qui est extrêmement forte et pour nous, c'est un profond respect et une profonde écoute que nous intégrons dans notre stratégie politique, de façon à ce que tout ce qui est apporté, toutes ces richesses extérieures, cet enrichissement, bénéficie à l'évolution à l'Isle-sur-la-Sorgue. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on a énormément d'habitants qui accueillent des touristes. Et donc, ils vivent avec les touristes. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle les socioprofessionnels, en dehors de l'hôtellerie. Et on a des campings, on a des maisons d'hôtes, des gîtes. Et à partir de là, il faut les écouter parce qu'ils vivent avec ces gens-là, avec ces touristes. Et on recherche des points d'amélioration. Et la constante, c'est la masse touristique. C'est ça qui est notre souci. Non pas qu'on ne veuille pas de touristes, mais on veut organiser le tourisme différemment. C'est concentré sur de juin à septembre, on va dire. Et l'objectif qu'on a aujourd'hui, c'est d'ouvrir le tourisme à toute l'année. Parce qu'on a à la fois le contenu et les outils pour le faire, même si ça doit évoluer, s'il faut enrichir notre offre. Et notamment, le premier acte qu'on a fait, nous avons 2 rendez-vous au niveau de l'Antiquité et de la Brocante, qui sont les foires internationales Antiquité et Brocante. On en est à la 107e édition. 107e édition. C'est 2 fois par an, hein, donc on divise par 2. Mais ça fait quand même beaucoup. Pour vous donner une idée, à Pâques, on accueille 80 000 personnes qui viennent à ce grand rendez-vous. Et jusqu'à maintenant, la 2e édition était au 15 août. Et nous avons cette année, en 2021, même si ça n'a pas eu lieu en 2020, pris la décision avec le délégataire, parce que c'est une délégation de service public, de décaler cette édition du 15 août au mois de novembre, au 1er novembre, aux vacances de la Toussaint. Ça participe exactement de la démarche qu'on va mettre en place, c'est-à-dire faire venir le touriste en dehors de la saison. Il fait beau toute l'année chez nous, il ne pleut pas. Il pleut pas, il y a des paysages magnifiques, on peut faire du VTT toute l'année. Il y a tout un réseau d'agriculteurs, un réseau de no-tourisme, de vélos, du VTT entre le Luberon, les monts du Vaucluse, qui fonctionnent toute l'année. Et donc on a des socioprofessionnels qui n'attendent que ça, de pouvoir ouvrir toute l'année et de bénéficier de toute cette richesse. On a un patrimoine architectural, un patrimoine naturel qui fait qu'on travaille avec les professionnels, avec les habitants pour apporter des nouvelles solutions, du packaging touristique pour venir au mois de décembre, au mois de février, pendant les vacances, en dehors des vacances. Voilà, ça c'est un travail qui est en cours, c'est très long. Hein, il faut imaginer que ce n'est pas un mandat électoral qui va faire que ça va réussir. C'est dans la longueur et c'est pour ça qu'il est important que les habitants se l'approprient. Parce qu'ils ne sont pas dans une longueur de mandat électoral. Donc les habitants sont parfois hébergeurs, sont aussi hébergeurs. Vous avez combien d'hébergements sur le secteur, la communauté de communes? 3 000 à peu près. 3 000 hébergements, oui. Sur la communauté de communes. D'accord. Sur la communauté de communes à Saint-Émilion, pour vous faire un parallèle, il y a 300 hébergements. Donc effectivement, 10 fois plus d'hébergements pour recevoir effectivement tous ces touristes. Donc les habitants sont impliqués en tant qu'hébergeurs, par des chambres d'hôtes ou en passant par des plateformes numériques, on imagine. Oui. Mais vous avez aussi d'autres pôles où les gens peuvent s'investir, notamment j'ai vu l'éducation et l'économie. Oui. Comment vos habitants peuvent lier, ou en tout cas ces secteurs-là peuvent être liés au tourisme? L'éducation par exemple. La culture. Pour nous, le tourisme, c'est un outil. En fait, ce qui fait une ville, ce n'est pas simplement le fait d'accueillir des touristes, même si naturellement ils viennent, mais c'est un ensemble. Et les habitants, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'ils travaillent à l'Isle-sur-la-Sorgue ou son territoire. C'est qu'en fait, ils soient associés à tout ce qui fait l'image de l'Isle-sur-la-Sorgue.
Et l'image touristique est importante, mais l'image économique est aussi importante parce qu'on a des pépites à l'Île-sur-la-Sorgue et on est en train de développer à partir de 2023 toute une zone qui va accueillir des entreprises, on va dire, high level avec un niveau de savoir-faire et qu'on va définir, c'est-à-dire c'est un vrai concept qu'on est en train de mettre en place pour aller chercher de nouvelles formes économiques qui intéressent notre territoire. Mais comme une zone artisanale c'est premium. Plus que ça, premium, voilà, une zone d'activité premium. Une zone d'activité premium. Mais derrière, il y a des conséquences, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir accueillir cette nouvelle population qui va venir s'installer à l'Île-sur-la-Sorgue. Ils vont faire venir, c'est des réseaux, ils ont des familles, ils ont des amis qui vont venir à l'Île-sur-la-Sorgue. Il faut aussi que, en termes d'habitat, en termes d'offres de commerce, d'offres de proximité, tout ça soit préparé. Et c'est pour ça que tout s'imbrique. Et le fait d'associer ces habitants qui vivent des situations différentes, c'est ce ramassage d'informations et de compétences qui fait qu'on arrive à un concept. On n'est pas simplement une ville de tourisme, on est une ville au sens large du terme, avec tous ces atouts, et je répète, économiques, agricoles. C'est-à-dire que vous ne mettez aucun secteur en concurrence les uns par rapport aux autres. Complètent. Le tourisme est un élément de développement de votre ville, de votre destination, comme les autres secteurs. C'est l'objectif. C'est pas facile. Non. Mais ça part, je le disais tout à l'heure, d'une vraie volonté politique. S'il n'y a pas la volonté politique, on n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce que l'équipe municipale ou l'équipe de la communauté de communes va être un facilitateur. Mais ceux qui vont construire ou qui ont déjà construit l'histoire de l'Île-sur-la-Sorgue, ce sont les habitants, ce sont les chefs d'entreprise qui sont venus s'installer, ce sont les agriculteurs qui développent. On est un des greniers de tout ce qui est production fruitière avec la cerise, la pomme, la poire à l'Île-sur-la-Sorgue. On a l'œnologie et le vin qui est extrêmement présent, comme chez vous. Nous avons beaucoup de points communs, décidément. Avec les côtes du Luberon, avec les côtes du Ventoux, avec les côtes du Rhône, qui sont autour de chez nous. Donc on a ce secteur agricole qui est extrêmement fort, qui, vous le disiez aussi, on subit le gel depuis quelques jours, donc ils se sont organisés aussi pour protéger leur exploitation. Donc en fait, c'est tout ce mélange et ce brassage entre des gens qui viennent chez nous, des gens qui habitent, des gens qui en vivent, qui sont... Et c'est ça qu'on veut, c'est vraiment Village Monde, il est là le Village Monde. Alors Éric Bruxelles, vous êtes arrivé hier soir à Saint-Émilion, vous avez pu peut-être découvrir, je le sais, découvert un peu le village et surtout quelques sites, dont les Cordeliers et puis un autre domaine, le château La Fleur de Bois. Qu'est-ce que vous pensez de notre territoire et est-ce que vous pensez que nous sommes assez organisés ? Peut-être avez-vous un conseil à nous donner ? Alors, je n'ai pas de conseil à vous donner. Vous êtes Saint-Émilion, un petit peu les mêmes caractéristiques que l'Île-sur-la-Sorgue, c'est-à-dire c'est un peu une ville-centre, un village-centre qui accueille énormément de touristes. C'est un village magnifique, avec aussi un gros travail sur la rénovation du patrimoine, la valorisation du patrimoine. Bon, après, il y a autour, on va se balader, on voit les grands crus de Saint-Émilion et autres grands crus tout autour. Simplement, si c'est une expérience plus qu'un conseil, c'est pour impliquer, parce que vous avez la même problématique, des habitants qui subissent, entre guillemets, quelque part, le tourisme de masse que vous avez l'été. C'est de travailler, c'est un travail de longue haleine, c'est d'essayer de les impliquer. Il n'y a pas que des gens qui sont pour, il y a des détracteurs, mais au contraire, on les fait venir. Nous, ce qu'on aime bien, c'est quand on voit sur Facebook des gens qui critiquent l'action. On a un maire qui est proactif et il va le voir, il va voir la personne physiquement pour lui dire, bon, on discute. Et on est tous dans cette logique-là, c'est-à-dire, heureusement qu'il y a des gens qui nous critiquent, parce que d'abord, on voit le bien fondé de la critique, mais ce qui est important, c'est d'écouter et à partir de là, de réagir dans la mesure de ce que l'on peut faire. On n'est pas l'Île-sur-la-Sorgue, c'est 20 000 habitants, c'est la seule ville de France qui n'a pas de feu rouge.
D'accord. Hein, aucun feu rouge. Voilà. A... C'est historique, il n'y en a pas. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des problèmes de circulation. C'est arrivé. Oui, il y a l'électricité, oui. Depuis très peu. Et non, on a la chance d'avoir la SORG qui nous fournit. Non, il y a une vraie démarche là-dessus. On vient de voter au niveau de l'intercommunalité le plan climat air, eau, terre, donc qui est un projet ambitieux. On vient d'avoir l'accord pour aller vers le label Grand Site de France au niveau de l'Isle-sur-la-Sorgue et de 5 communes qui sont associées. Donc, à partir de là, la seule expérience qu'on a, c'est ce travail avec les habitants. Ça s'organise, c'est long, quelquefois c'est frustrant, mais c'est très enrichissant et en tout cas pour nous, ça nous apporte beaucoup et la voie est tracée dans le temps par rapport à cette organisation qu'on a mise en place. Bon, merci Eric de nous avoir fait rêver. Voilà, c'était la meilleure carte postale, vous êtes le meilleur ambassadeur, peut-être le chef des ambassadeurs de... Non, je ne suis pas chef ambassadeur, je suis un habitant de l'Isle-sur-la-Sorgue. Voilà, un habitant qui en parle avec passion et surtout nous comprenons un peu mieux le projet qui est un vrai projet de territoire de longue haleine, un gros projet, mais qui permet de structurer. Et nous retenons aussi que vos habitants sont tous impliqués dans le développement, puisque qui dit tourisme dit apport de richesse, apport aussi parfois de contraintes, mais que vous essayez de tirer parti au mieux. Alors avec nous, on a également Catherine Henry, qui est maire de Montagne. Et Catherine est vice-présidente à la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais en charge de l'action sociale. Ancienne infirmière, si je ne m'abuse, ma chère Catherine, pour vous, vous ne cachez pas votre profond attachement à la commune de Montagne. Hein. Vous dites « j'aime ma commune, je veux continuer à la servir, elle et ses habitants ». Et nous avons découvert qu'à quelques kilomètres de Saint-Émilion, cette petite commune de montagne, située donc, comme son nom l'indique, sur une petite colline, a depuis quelque temps un réel dynamisme et est en train de nous montrer que la commune essaye de faire le lien entre justement un nouveau tourisme et surtout une dynamique au niveau des habitants. C'est ça, Catherine ? Oui. Alors, je suis admirative, hein, monsieur, parce que vous avez déjà 20 000 habitants. Bon, nous ne pouvons pas lutter puisque nous, à Montagne, nous avons 1700 habitants en arrondissant. Donc, bon, nous sommes tout petits, mais nous avons envie justement de devenir plus grands. Notre principal atout, bien sûr, la viticulture, puisque nous avons autant d'hectares de vignes que d'habitants. Donc ça, la viticulture, c'est quelque chose de très important chez nous. Et comme vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Debar, nous avons une pensée pour nos viticulteurs, que ce soit des grands ou des petits, mais ils souffrent tous depuis 2 jours et nous avons une pensée pour eux. C'est ô combien difficile de sauver une récolte. Donc ça, c'est notre base. Nous essayons aussi, puisque nous avons la chance d'avoir un grand voisin, un grand et beau voisin à Saint-Émilion. Nous sommes à 3 km de Saint-Émilion. Nous avons les mêmes collines. C'est un paysage très doux, très collineux, qui fait penser un peu à une petite Toscane. On nous en parle souvent. Nous avons des lumières extraordinaires, que ce soit le matin au lever du soleil ou le soir au coucher du soleil. Je crois qu'il y a des lumières absolument fantastiques sur notre région. Nous avons la chance d'avoir des habitants qui sont très attachés à leur territoire. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à dire ce que vous avez dit tout à l'heure, amoureux de leur territoire. Moi, j'y suis très attachée, effectivement. Nous avons de plus en plus de jeunes familles qui arrivent aussi, qui fuient les grandes villes et qui viennent vivre chez nous. Donc, qui n'ont qu'une envie, c'est qu'on essaie de développer. Donc, c'est ce que nous faisons. Nous faisons avec nos viticulteurs, avec notre patrimoine, puisque nous aussi, nous avons la chance d'avoir un patrimoine extraordinaire, 3 églises romanes, 3 superbes églises romanes, 11e siècle, magnifiques, toutes situées sur des collines aussi, avec des paysages extraordinaires. Nous avons un site très connu dans la région, les moulins de Calon, appartenant à la famille Boidron, 5 moulins à vent, dont 2
sont équipés de voiles, donc c'est absolument magnifique. Un petit patrimoine local avec des lavoirs, des fontaines, des croix, enfin bon, voilà, tout ça c'est très important. Et nous attirons, je crois pouvoir le dire, de plus en plus de monde. C'est pour ça que nous avons la chance d'avoir 3 restaurants, d'avoir maintenant la création d'un hôtel qui va ouvrir ses portes début juin. Propriétaire, Madame Jeudé, est également très attachée au territoire. C'est une Parisienne et je crois qu'elle est tombée amoureuse du territoire, de ses habitants aussi peut-être, mais du territoire surtout. Donc nous avons la chance d'avoir cet hôtel qui arrive avec une dizaine de chambres au mois de juin. L'année prochaine, 25 chambres avec un spa et un centre de remise en forme. Enfin, ça, c'est un atout important parce que nous manquons, vous l'avez tout à l'heure dit, nous manquons de chambres, nous manquons de chambres d'hôtes, de gîtes, d'hôtels. Nous en avons et nous avons aussi beaucoup de chambres et de gîtes sur notre territoire, mais nous manquons de chambres. Et je crois que cet hôtel est le bienvenu. Voilà. Donc, ce qui fait que tout ça, tout se lie, tout s'assemble. Les habitants, les plus anciens, les plus jeunes, les associations, tout le monde essaie de faire vivre ce territoire et de le faire revivre. Parce que on parlait de Bordeaux comme étant la belle endormie, eh bien nous aussi, on pouvait dire que nous étions un peu endormis, puisqu'il y a ne serait-ce qu'une dizaine d'années, nous avions plus d'une vingtaine de maisons qui étaient à vendre dans notre centre-bourg. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait pour développer cet habitat qui était donc vacant, puisque c'est une problématique sur la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais. Oui. Beaucoup d'habitations fermées et vacantes. Et vous avez pris le taureau par les cornes. Exactement. Nous nous sommes remontés les manches et nous avons, avec notre ancien maire, Pierre Yarlès, nous avons décidé de refaire notre bourg. Notre bourg était vraiment vieillissant, enfin voilà, comme un petit bourg à la campagne auquel personne ne pense et où personne ne vient quasiment. Donc nous l'avons entièrement refait. Maintenant, je crois pouvoir dire que c'est un charmant village à la campagne. Nous avons également fait la mise en lumière de ce bourg, ce qui fait que je crois que ça a attiré les habitants. Vous avez réinstallé des commerces ? Les commerces sont revenus, bien sûr, les commerces sont revenus. Alors au niveau médical, bien sûr, nous sommes très chanceux parce que nous avons 2 médecins, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de villages à la campagne maintenant. 2 médecins, une pharmacie, des infirmières, des ostéopathes. Enfin vraiment, nous avons bientôt des kinés, dentistes, pourquoi pas gynécologues. Enfin voilà, nous avançons, nous faisons revenir les commerces. Les familles ont réinvesti ce bourg. Nous n'avons plus de maisons à vendre. Elles ont toutes été vendues. Nous avons des demandes tous les jours pour des locations. Les jeunes familles reviennent. Nous avons une école dynamique, un collège à Lussac, un lycée viticole à Montagne. Enfin bon, c'est très important. L'éducation et la santé sont 2 pôles très importants de notre territoire comme le no-tourisme. Donc vous avez dit éducation, vous avez dit santé, mais vous mettez aussi l'accent sur la culture, notamment l'événementiel. Beaucoup de culture se développe sur Montagne. On a remarqué que vous soutenez énormément vos associations locales. Qu'est-ce qu'elles font, ces associations ? Alors, nous avons plus d'une vingtaine d'associations sportives, culturelles. Au niveau de la culture, nous avons une association, les Trois Romanes, dont s'occupe Madame Burgot, alors 3 romanes parce que nous avons 3 églises romanes. Pourquoi 3 églises romanes ? Parce qu'en 1973, 3 petits villages ont fusionné et n'en ont fait qu'un, Montagne. C'est pour ça que nous nous retrouvons avec 3 églises. Donc bien sûr, 2 concerts par an, en temps normal. Nous avons fait une petite parenthèse en 2020, mais sinon nous organisons 2 concerts par an, des manifestations culturelles tout au long de l'année. Nous avons des associations également musicales avec les voisins. Alors là, les voisins, ce sont plutôt les jeunes de Montagne qui ont très envie de faire que les choses bougent, que la musique moderne investisse nos rues. Bon, cette année, c'est pareil, eux aussi. Ils se rassemblent. Le dernier festival, il y avait 1300 personnes. Donc 1300 personnes en ce moment, c'est quelque chose de tout à fait inimaginable. Nous avons également une autre association, les Estivales de Montagne,
dirigés par Mme Gadras et Mme Jedet, qui ont organisé l'année dernière, et je crois que ça a été un des rares festivals de la région, un festival de musique classique et de théâtre et de jazz. Nous avons la chance que cette association le reprogramme cette année, du 3 au 7 août. Oui, on peut retrouver le lien vers les festivals de montagne sur le site internet des Assises du Tourisme. Voilà, exactement. Et donc on pourra aller voir la programmation que vous allez mettre en place. Vous aurez la programmation, voilà. Mais bon, il y a quand même plusieurs sites. Il y aura des spectacles dans l'église Saint-Martin de Montagne, dans le parc de la Réserve, et aussi cette année, c'est une grande première, au château Saint-Georges, qui est un de nos joyaux sur la commune, qui jouxte le Saint-Émilionnais avec une vue absolument extraordinaire. Et là, il y aura un spectacle magnifique le mercredi 4 août, ainsi qu'un feu d'artifice, chose qu'il n'y a pas eu depuis très très longtemps sur notre commune, donc nous en sommes très heureux. Il y aura également M. Comeau, Jean-Pierre Comeau, qui habituellement vient au festival de jazz de Saint-Émilion. Je crois que cette année, ce festival est annulé. Il vient à Montagne, donc voilà, du classique, du théâtre, du jazz, et ça n'est que du bonheur tout ça. Pour nous, ça n'est que du bonheur. Montagne, un village où il fait bon vivre, qui a une dynamique, qui a des écoles, qui a des services de santé, qui a des commerces, qui développe une offre culturelle dynamique. Ça, c'est peut-être grâce à vous et votre équipe, Catherine. On a une question de Vincent là sur le chat, et je vous invite d'ailleurs, chers spectateurs, à inscrire vos questions et à les poser. Une question de Vincent qui demande est-ce que vous imaginez, vous qui développez sur Montagne le nombre d'habitants et les offres, est-ce que vous comprenez pourquoi Saint-Émilion a perdu plus de 50% de sa population en un siècle? Et est-ce que vous auriez des idées pour impliquer, justement, développer les habitants dans ces lieux touristiques? Pourquoi vous développez vos habitants et pourquoi cette cité médiévale perd de nombreux habitants chaque année? Et pourquoi le Grand Saint-Émilionnais, finalement, perd aussi beaucoup d'habitants chaque année? Alors, c'est ce que j'allais vous dire. Nous parlons du village de Saint-Émilion, mais nous pouvons inclure également le Grand Saint-Émilionnais, notre communauté de communes, 22 communes, 15 000 habitants. Nous avons perdu des habitants, nous aussi. Alors, pourquoi nous les avons perdus? Pour tout un tas de raisons, parce que les jeunes ont préféré partir à la ville, comme ils disent, les métiers de la terre, ce sont des mots que l'on entend, partir à la ville, les métiers de la terre, c'est ingrat, c'est dur, on le voit pendant ces 2 jours. En 2 jours, vous perdez une récolte. Quand on est un peu plus grand, on a des moyens pour sauver cette récolte. Quand on est un petit viticulteur avec 3 hectares de vignes dans la région de Franc ou de Taillac, on perd sa récolte. Donc, ce qui fait que beaucoup de jeunes ont quitté la campagne et sont partis. Ça, c'est une chose. Après, nous n'avons peut-être pas su les garder non plus. Nous n'avons peut-être pas su les garder non plus. C'est pour ça que nous essayons de le faire maintenant, sur le Grand Saint-Émilionnais, bien sûr, mais aussi, donc je parle de ma commune, puisque Vincent me pose la question directement. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut écouter tout le monde. Il faut écouter tout le monde. Il faut écouter les anciens, ô combien, je suis très attachée au monde des anciens. Il faut écouter les jeunes. Il faut essayer de faire des passerelles entre les deux. Il faut écouter le monde de la viticulture, mais il faut également écouter les artisans, les commerçants, les artistes, ceux qui ont peut-être un peu moins envie de travailler également. Je crois qu'il faut écouter tout le monde. Et tous ensemble, moi, il y a quelque chose qui m'a fait rêver. Vous avez fait des ambassadeurs. Eh bien voilà, je vais essayer de faire la même chose sur Montagne, parce que je sais que beaucoup sur Montagne, beaucoup de garçons et de filles et de jeunes sont très attachés. Nous allons essayer de faire ça. Nous avons un petit peu commencé, parce que depuis 1 mois, nous avons un conseil de jeunes de Montagne, donc qui sont, bien sûr, c'est tout nouveau, mais j'aime beaucoup donner la parole à la jeunesse et les écouter. Parce que c'est eux notre avenir, c'est eux qui seront aux manettes dans 10 ans, dans 15 ans, donc il faut qu'on commence à travailler avec eux, mais je crois que, voilà, ce qui est important pour sauver notre territoire et pour récupérer des habitants, c'est qu'il faut que nous soyons à l'écoute et que l'on ne privilégie pas
une activité par rapport à une autre. Alors bien sûr, vous me direz c'est difficile chez nous parce que bon, voilà, nous sommes dans un océan de vignes ô combien magnifique, mais il faut que nous pensions aussi à tous ceux qui ne pensent pas à la vigne, qui ont d'autres pensées, d'autres activités. Alors, le tourisme découle de la vigne, bien sûr. Beaucoup viennent pour le tourisme, pour la vigne, mais beaucoup viennent aussi pour notre patrimoine et notamment roman, parce que sur tout le territoire, on a vraiment un patrimoine absolument extraordinaire. Donc voilà, il faut qu'on se remonte les manches, il faut que l'on écoute, il faut que l'on fasse des propositions et il faut qu'on fasse revenir nos jeunes. Voilà, il va falloir être proactif comme voilà. À l'Île-sur-la-Sorgue. Votre hôtel va s'appeler comment à Montagne ? Au Duc de Sienne. Au Duc de Sienne. Au Duc de Sienne. Qui va ouvrir à quelle période ? Alors, donc première semaine de juin. Première semaine de juin. La propriétaire a donné ce nom parce que justement, quand elle arrive à Montagne, à Saint-Émilion, enfin dans notre région, ça lui fait penser à la Toscane. Donc elle a donné ce nom magnifique à cet hôtel, qui sera un hôtel 4 étoiles, avec une priorité au recevoir des familles. Très bien. Au recevoir des familles, parce que voilà, c'est toujours très important. C'est quelque chose qui est important sur nous, sur Montagne, on y tient beaucoup. Voilà, l'écoute, la famille et les amis, les choses, je dirais, simples. Alors, à quelques encablures de montagne, il y a un autre village qui s'appelle Belvès de Castillon, qui est sur la communauté de communes du Grand Saint-Émilionnais. Et à Belvès de Castillon, sur les pentes du château Castegens, se déroule la traditionnelle bataille de Castillon. Philippe Cousinet, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce matin avec nous. Vous êtes élu président de l'association Castillon 1453 depuis... Début... un an ? Oui, c'est ça, début 2020. Depuis 2020. Alors, la bataille de Castillon, c'est le premier spectacle historique en Aquitaine, le plus grand. Le plus grand. Il a ça fait combien d'années que ça se... On est à un peu plus de 40 ans. 40 ans. Avec une succession d'associations, une idée qui a germé, qui a fait que ça a été une petite équipe, hein, c'est pas péjoratif, mais clairement, voilà, ils ont été au bout de l'idée, donc ça a été des premières représentations qu'on retrouvait sur le parvis de l'église sur Castillon-la-Bataille, puisque c'est la bataille de Castillon. Et petit à petit, on est arrivé jusqu'à nous, Castillon 1453, avec une renaissance fin 2015 pour un premier nouveau spectacle en 2016. Voilà. Et notre association, depuis, a évolué, a fait qu'il y a une succession de présidents. Qui font que chacun, et j'ai entendu tout à l'heure des mots essentiels, il y a amour, il y a dynamisme, il y a ambassadeur. Je crois que tous ces termes-là, on peut... Alors vous nous avez fait rêver et on a envie de profiter des expériences, mais voilà, on a réellement dans les enjeux besoin de communiquer avec ces termes-là. C'est-à-dire que nous sommes, quand on rentre dans la bataille en tant que bénévole, puisque c'est une association qui, en régime de croisière, c'est plus de 600 bénévoles, eh bien, quand on devient bénévole de la bataille, on aime la bataille. Et on est bénévole, mais ce n'est pas de l'individuel. On est dans du plurigénérationnel, mais on est souvent une famille. C'est une famille qui se déplace et qui vient aider, devient des ambassadeurs de ce spectacle. Et vous l'avez dit, c'est un spectacle historique. On balaye quasiment 300 ans des années, donc pour terminer en 1453, par la dernière bataille de la guerre de 100 ans entre les Anglais qui occupaient le territoire aquitain. On pense à Aliénor, évidemment, d'Aquitaine, qui avait fait qu'il y avait une économie prospère. On se rappelle qu'à époque-là, les relations entre l'Angleterre et la France étaient à grands coups de barrique au travers de la Dordogne. Saint-Émilion en est Saint-Émilion, donc il y avait ce flux intéressant économique. Mais par contre, nous étions en France et Charles VII, à un moment donné, a voulu récupérer ces territoires pour justement aussi cette richesse économique. Et fait que on a sur les terres, à quelques kilomètres du site de Castejen, magnifique site de 7 hectares, on a vécu à cette époque-là les prémices d'une artillerie française qui a fait que la victoire a été
assez rapide par rapport aux Anglais, parce que équipés de nouveaux des bombardes, enfin tout ce qui a été à cette époque-là une révolution, un début de révolution industrielle aussi dans la guerre. Et on retrace tout ça dans un spectacle nocturne qui nous amène sur 1h30 à retracer, je vous dis, à peu près 300 ans d'histoire. Donc c'est combien de dates chaque année en général? Cette année, on s'est calé sur une quinzaine de 15 dates. Pourquoi 15? Parce que en matière de tourisme, en matière de spectateurs, on couvre de mi-juillet à mi-août. Là, cette année, on va jusqu'au 21 août. Mais tout simplement parce qu'il y a à ce moment-là une recrudescence de tourisme et on profite du fait que tous, les uns et les autres, nous sommes des pôles d'attraction. Donc la bataille est un spectacle fort, important en Aquitaine. Vous êtes aussi un aimant à touristes peut-être pour le Saint-Émilionnais, puisque Exactement. Quand les gens viennent vous voir, en général, ils restent sur le territoire au moins un soir de plus. C'est ça. En même temps, vous avez aussi besoin des touristes. Exactement. Vous avez prévu donc pour 2021 une saison à jauge réduite? Oui. Alors, nous sommes dans les critères et dans les suggestions liées à la pandémie, dont vous avez parlé, à savoir que aujourd'hui, quelque part, les contraintes, ces suggestions sont telles que nous devons continuer d'appliquer la distanciation. Donc, nous avons avec nos places assises en régime normal, nous avons 2800 places et là, on est né à réduire à 1200. Donc, on a une réduction de jauge qui, je l'espère, sera accompagnée via le ministère de la Culture, économiquement, parce que vous l'entendez bien, ce n'est pas économiquement équilibré. Donc, ça sous-entend qu'on a fait des gros efforts d'adaptation. On a aussi sur la restauration, on évoluera sur une restauration plutôt à emporter pour être là aussi dans les contraintes exigées par ce qu'on vit nous tous en ce moment. Donc ce que j'ai envie de dire, oui, c'est exactement ce que dans nos messages qu'on véhicule avec nos partenaires, à savoir les hébergeurs, à savoir les hôtels, on a les offices de tourisme, les campings. Tout ça, c'est un maillage que nous animons. Et le message, il est qu'un spectacle nocturne de 22h30 à minuit, c'est forcément à minima une nuitée et puis une restauration en dehors du site parce que voilà, à un moment donné, c'est très sympathique d'avoir à proposer chez les partenaires que ce spectacle de la bataille, comme vous l'avez dit, c'est le plus grand spectacle historique de la Nouvelle-Aquitaine et que ça mérite d'être vu et qu'à ce moment-là, ça occupe nos touristes. On a un tissu aussi local qui nous accompagne. Nous avons deux produits, nous avons le spectacle, mais on a aussi un village médiéval qui est très intéressant parce que là aussi on se replonge dans l'histoire. On a une animation pour les enfants qui est très, très, très importante et on sait accueillir des gens qui ne sont pas forcément que des touristes. Et donc voilà, c'est toute une population et évidemment notre ambition reste que nous soyons une marque, une étiquette au-delà et qu'on porte toutes les étiquettes qui sont accrochées à notre histoire au-delà et notre bassin de vie que l'on partage, mais bien au-delà du Libournais, même de la métropole. Oui, donc vous avez des bénévoles qui viennent de partout. Qui ne viennent pas que du Grand Saint-Émilionnais. Non. Alors, on a à peu près l'équivalent de 50% du territoire. Et vous recrutez encore Et oui, nous avons besoin de recruter. Nous avons, hélas, l'année 2020 qui nous a été défavorable en matière d'évasion de bénévoles. Et donc, nous avons une action très forte pour cet exercice de recrutement. Et on agit sur à peu près tous les réseaux pour se dire, rejoignez-nous. Et on a une date clé qui est le 16 mai sur le site pour accueillir les bénévoles qui ensuite, une fois qu'ils rentrent dans cette famille, et puis ils y restent un certain temps, ils sont encadrés, ils sont occupés. Nous avons plein de choses à faire, il n'y a pas que le spectacle, la bataille, en fait c'est une préparation sur une année. Et
sur des chantiers divers et variés. Pour ne pas les citer tous, mais j'en citerai au moins, c'est le décor, l'aménagement de l'espace, enfin tout ça, c'est gourmandeur, et donc c'est gourmand de bras et de jambes et de tête pour faire qu'on soit le 16 juillet, pour la première représentation publique, on soit prêt. Oui. Voilà, Alors on a donc des habitants qui peuvent s'impliquer dans un projet touristique avec la bataille de Castillon, ça en est un exemple. C'est aussi une façon de faire vivre son territoire. Quand on s'engage sur les 15 dates pour... Tout est possible. On peut tout faire, on peut faire tout est possible. L'auberge, acteur. Voilà. On a une kyrielle de postes à pourvoir qui sont un peu dans ce qu'on va appeler les coulisses. Vous avez cité l'auberge, on peut citer le village médiéval, il y a des parades, il y a des animations, il y a le spectacle en lui-même, mais il y a aussi l'entretien, s'occuper de tout ce qui est sanitaire. Enfin voilà, il y a du travail pour tout le monde. Quand on rentre dans la bataille, on a envie de jouer, c'est vrai, mais il y en a quelques-uns qui aussi, en plus de jouer, nous accompagnent dans toutes ces tâches. Et on n'impose pas les 15 dates. Évidemment, on a une gestion puisque nous avons un accompagnement, on va dire, moderne de reconnaissance des gens qui sont présents. Donc, on a des postes doublés. Les postes de solistes sont doublés. Donc, voilà. C'est évident que 15 dates, il y a 50% des bénévoles qui les assument. Et puis les 50 autres, on multiplie par 2, ce qui explique que pour un spectacle de 400 à peu près bénévoles, 300 sur scène, 40 chevaux, cavaliers, eh bien on a besoin de 600 au départ pour faire que toutes les dates sont couvertes. Il y a des périodes début août qui sont moins propices parce qu'il y a nos bénévoles prennent leurs vacances aussi. Et donc vous voyez, ce n'est pas une obligation des 15 dates, évidemment, il y en a quelques... je vous dis la moitié qui assume toutes les dates, mais on accepte même pour 2 soirées, même pour 3 soirées. Donc on peut s'investir et surtout accueillir le spectacle de la bataille qui crée donc cette dynamique touristique. On a sur le chat un participant qui vous félicite pour la qualité du spectacle et qui adore venir tous les ans en famille. C'est un spectacle qui est vraiment donc pour les familles. Oui. Et nous avons la chance d'avoir ce spectacle sur le territoire et qui est aussi majeur pour notre développement. Depuis l'année dernière, il y a un préquel, donc une petite avant-scène qui se passe une semaine avant à Saint-Émilion avec la marche de Talbot qui a été inaugurée l'année dernière. Donc Talbot qui part avec ses cavaliers depuis Saint-Émilion en direction de Castillon. J'espère que ça pourra se refaire cette année. Bien sûr. Nous avons une question et je la pose à vous trois de la part de Lucie. Est-ce que d'après vous, la pandémie est-elle une opportunité pour booster et réinventer notre tourisme ou c'est pas le cas? Éric? C'est évident parce que je prends le cas de l'île sur la Sorgue, je vous disais, on a plusieurs centaines de milliers de visiteurs par an. L'année dernière, en 2020, on s'était dit ça va être la cata, d'autant qu'il n'y avait aucun événement. C'est une ville qui organise plus de 350 événements par an, dont les 3/4 sont concentrés sur la période estivale. Et on s'était dit ça va être un bon test pour savoir le tourisme naturel chez nous, c'est quoi. Déjà, on enlève tous les étrangers, 40%. Eh bien, il s'est révélé qu'on a été débordé. Vous voulez bien allumer votre caméra, et on a redécouvert, ou en tout cas le tourisme local, le tourisme régional, c'est-à-dire que les visiteurs sont venus, pas la caméra pour venaient à 100 km, 50 km, un petit peu plus loin de temps en temps, ils sont venus à l'île sur la Sorgue. Et là, on a une bonne base de travail, entre guillemets, pour repenser complètement je vous recontacte dans un petit moment. Avec des thématiques qui touchent, quand on dit l'habitant doit se réapproprier le tourisme sur sa ville ou son territoire, c'est exactement ça. On doit redéfinir une offre pour les touristes de proximité et c'est extrêmement important pour nous. Donc des festivals, des animations culturelles, des thématiques découvertes de la richesse agricole, l'œnologie,
Voilà, des randonnées, de la mobilité douce, comme à montagne par exemple. On peut faire du vélo électrique sur les collines de montagne. Complètement. Moi, je trouve effectivement ce que vous venez de dire, c'est tout à fait vrai. Cette pandémie a fait que les étrangers ne viennent plus. Tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais quand vous m'avez dit pourquoi les habitants ont peut-être fui un peu, eh bien parce que peut-être aussi à cause du tourisme de masse. 1 million de touristes sur Saint-Émilion et quelques centaines milliers qui débordent sur le reste du territoire. Mais c'est énorme pour des habitants qui ne sont pas habitués à ça. Les touristes passent, regardent par la fenêtre ce que vous avez dans l'assiette. Enfin bon, oui, mais pourtant c'est la réalité. Ça, c'est la vraie vie. On ne peut pas, c'est la vraie vie. Peut-être que les touristes sont un petit peu trop curieux et ça peut gêner. Et donc, on n'a pas envie d'habiter dans un coin comme ça. Donc, revenir au tourisme local, ça c'est très important. Et beaucoup le disent, le tourisme local. Refaire venir les familles ou de Gironde, tout simplement, puisque nous sommes en Gironde, ou des départements qui sont autour. Et ça, c'est très important. Nous n'allons plus passer le week-end à Barcelone, à Berlin, à Stockholm. Maintenant, on reste chez nous, on reste sur notre territoire. On prend à nouveau le temps de voir nos amis et notre famille. Parce que quand on travaille la semaine et qu'on part le week-end à Barcelone, on ne voit plus la famille et les amis. Et ça, c'est quelque chose de très important. Moi, je le constate tous les jours, notamment au niveau nous avons tous les samedis matins un petit marché avec toutes les associations qui viennent tenir un bar temporaire chaque marché. Vous ne pouvez pas imaginer le plaisir qu'ils ont à se retrouver, que les habitants ont à se retrouver sur ce marché. Et enfin, le week-end, on le passe ensemble, on se retrouve. Ça, c'est formidable. Merci Catherine. Effectivement, tourisme et habitants, on s'est posé la question ce matin sur le prisme, sur la croissance de nos territoires. J'ai des habitants, j'ai des commerces parce que j'ai des touristes. Et on en a besoin, cette croissance de population locale. C'est une économie de loisirs, le tourisme. Nous avons des enjeux de croissance locale, avant même les étrangers. On s'en est rendu compte avec cette situation sanitaire et cette pandémie mondiale. Autrefois, on cherchait à développer à tout prix la croissance, alors qu'aujourd'hui, on peut se poser des questions. Quels enjeux peut-on créer? Quels nouveaux produits pouvons-nous installer? Et le tourisme, finalement, qui n'était pas considéré en France comme une activité noble, contre l'industrie, les PME, l'activité économique, n'était pas noble, est en train de le devenir. Nos activités sont très diverses, il faut de tout sur un village, sur une destination. Il n'y a pas de grande clientèle, il n'y a pas de petite clientèle, il faut de tout. On doit identifier bien sûr nos clientèles et trouver des solutions. Merci Eric Bruxelles pour nous avoir donné tant d'espoir pour d'abord venir découvrir l'île sur la Sorgue et de nouvelles pistes. Je vous invite à consulter le site marque-île sur la Sorgue qui est en lien dans le chat ou sur le site. Catherine Henry, merci on suivra l'actualité du festival Les Estivales de Montagne, donc prochain rendez-vous du 3 au 7 août 2021. Mais nous avons, je crois, oublié de parler de quelque chose. Le week-end du 17 juillet, nous recevons le Tour de France sur notre territoire. Et nous recevons effectivement un petit moment de tourisme de masse ou pas tourisme de masse, je ne sais pas. Nous avons un point commun avec l'île sur la Sorgue qui recevra aussi 10 jours avant le Tour de France. Ville de passage. Ville de passage, nous avons la chance d'avoir un contre-la-montre. Oui. Et c'est une chance extraordinaire parce que dans cette période, justement, je ne sais pas si vous l'avez remarqué chez vous, mais bon, une période, on peut dire quand même un petit peu morose, un petit peu, où l'on manque de projets, on n'arrive pas à se projeter. Eh bien, depuis que nous savons que le Tour de France passe sur notre territoire, moi j'ai trouvé qu'il y avait un réveil, un enthousiasme et toutes les couches de la population, que ce soit les enfants, beaucoup les enfants, mais les jeunes, les anciens, tout le monde est vraiment très très heureux d'accueillir ce tour sur notre territoire. Donc notre territoire de la destination Saint-Émilion sera en émoi cet été et nous aurons aussi la possibilité d'aller admirer le spectacle de la bataille de Castillon avec jauge réduite, mais il y aura des places pour tous ceux qui s'y pressent pour les 15 dates cet été. Merci Philippe Cousinet. Il est temps de se détendre un peu les jambes. Nous avons une pause de 5 minutes. Pendant cette pause,
Vous allez pouvoir regarder la vidéo de l'île sur la Sorgue qui va vous faire voyager sur ce territoire dans le Vaucluse. Puis notre vidéo sur Cluny, puisque nous accueillerons tout à l'heure notre second invité, Thomas Chevalier, et nos invités, Noémie Tano et Géraldine Boyer, qui vont nous parler du tourisme durable et de l'implication et le développement du tourisme sur notre environnement. À tout à l'heure.